Bonjour à tous et bienvenue pour EPI numéro 18. Bonjour Jennifer. Salut Bertrand. C'est étonnant cet endroit où on se trouve là quand même. Hein. Ça change d'habitude. Ça change d'habitude. C'est la maison du Bitcoin qui se trouve 35 rue du Caire à Paris, juste en face du NUMA en fait. Et c'est pas un hasard total que cette maison qui s'inaugure aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, se trouve en face du NUMA, ce qui va permettre de développer un peu l'écosystème. Et on est là en direct, ou quasiment dans les conditions du direct, en tout cas pendant une heure, pour essayer de raconter un peu ce qu'est le Bitcoin. Avec Eric Larchevêque, bonjour. Bonjour. Un joli t-shirt, c'est le patron du lieu en fait, hein. C'est vous qui avez créé ce lieu-là. Oui, tout à fait. Qui s'ouvre aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la maison du Bitcoin. Donc on attend pas mal de monde. On voit au niveau de l'activité derrière nous. Oui, ça commence là. Qui sont ces gens d'ailleurs qui viennent nous perturber pendant l'émission? Eh bien, il y a 8 startups qui vont venir présenter un petit peu leur projet. Donc là, elles sont en train de s'installer et tout au long de la journée, elles vont présenter justement ce qu'elles apportent à l'écosystème Bitcoin. Dans la deuxième demi-heure, on aura l'occasion d'ailleurs de les avoir, pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles qui vont venir nous raconter ce qu'est l'écosystème Bitcoin qui est en train de se mettre en place. Et puis Philippe Rodriguez est là également, Philippe Rodriguez qui est le président de Bitcoin France. Bonjour. Vous êtes président de Bitcoin France, qui est une association créée il y a quelques mois seulement. Oui, tout à fait. Qui a quel objectif? Est-ce que c'est le même que celui de la maison du Bitcoin d'une certaine façon? Non, c'est un peu différent. On fait la promotion, bien sûr, aussi de l'écosystème, mais pas seulement. En fait, on fait la promotion d'abord d'un protocole technologique qui est Bitcoin, et on sert aussi d'interlocuteur pour différents types de publics, et notamment pour les pouvoirs publics, pour s'assurer que le Bitcoin soit reconnu à sa juste valeur. Dans la vie, vous êtes également managing partner en fait de Avolta Partners pour le coup. Oui. Qui fait quoi en deux mots? C'est une banque d'affaires qui lève des fonds pour des entreprises innovantes et qui mène des opérations de fusion-acquisition. Et dans le monde des banques d'affaires, on est sensibilisé à ce qui se passe du côté du Bitcoin vraiment? On est sensibilisé à toutes les technologies, on est sensibilisé notamment à tout ce qui peut disrupter et donc tout ce qui peut venir changer la donne technologique. Alors évidemment, le Bitcoin, ça nous intéresse beaucoup. On va essayer de parler de tous ces enjeux du Bitcoin qui sont absolument nombreux, qui vont bien au-delà de la simple histoire d'une monnaie virtuelle que certains médias essaient de nous vendre comme étant un résumé très approximatif de l'histoire, parce que c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Complètement. Ce qu'il faut, c'est évidemment qualifier le Bitcoin. Toutes les émissions qui en parlent essaient de faire ça. C'est un exercice impossible. C'est pour ça qu'on l'a fourni à Jennifer, qui est à côté de moi, qui va essayer. Bonne chance. C'est pas une tâche très facile, mais vous allez être les juges et elle va essayer de vous raconter ce qu'est le Bitcoin. Si vous comprenez, c'est que c'est bon, a priori. Alors, je vais essayer de faire simple déjà, parce que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le Bitcoin. Alors on peut dire que c'est une monnaie électronique déjà, qui a été créée en 2009. Vous me dites si je me trompe. Ah, tout à fait. On peut dire que c'est un moyen de paiement à part entière qui a, avec tout ce que ça entraîne, son cours, son taux de change. C'est d'ailleurs ce qui le différencie par exemple des Facebook Credits. Alors c'est créé par des efforts de calcul de machine. Ce sont des appareils qui fonctionnent en réseau via Internet, et donc ça a un double rôle qui est générer des bitcoins pour les contributeurs et effectuer des transactions qui sont sécurisées entre les vendeurs et les clients, et ça permet notamment donc d'éviter les trucages. Alors par contre, vous allez pouvoir peut-être m'éclairer, ça a été créé, on ne sait pas vraiment par qui ça a été créé finalement, et moi je suis un peu perdue justement pour savoir par qui ça a été créé. Alors, c'était à la base Satoshi Nakamoto, mais en fait, savoir par qui ça a été créé, ça n'a pas tellement d'importance en réalité, parce que celui qui l'a créé, justement, ou le groupe de personnes qui l'ont créé, a bien fait attention de rester anonyme et a pris toutes les dispositions pour qu'on puisse jamais le ou la ou les retrouver. Et l'objectif, justement, c'était de créer une monnaie qui ne soit pas liée à quelqu'un en particulier. Et en étant lié justement à un personnage un petit peu fantôme, énigmatique, eh bien, c'est lié à personne, et c'est donc ça appartient à tout le monde. Donc finalement, c'est pas simplement un hasard, c'est un vrai symbole de création. Je pense que c'est un vrai symbole. Il a vraiment choisi de se cacher pour justement laisser à la monnaie le soin de se développer par elle-même et de ne pas être la monnaie de machin ou de bidule, et d'être la monnaie de tout le monde. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, il a touché l'équivalent, je crois, de 23 000 $ comme compensation. Alors non, c'est pas lui. C'est-à-dire que non, ils ont retrouvé quelqu'un qui s'appelait Newsweek a retrouvé quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Ouais. Dorian Satoshi Nakamoto, effectivement. Déjà, faut s'appeler comme ça. Voilà. Mais ils ont essayé de un petit peu faire croire que c'était lui ou de le piéger pour qu'ils disent que c'était lui, mais en fait c'est pas lui, et clairement c'est pas lui. Et la communauté Bitcoin, par rapport à tous les malheurs qui lui sont arrivés, parce que sa vie du jour au lendemain a basculé, il s'est retrouvé au cœur des médias, etc., a levé 23 000 $ pour lui donner, lui et sa famille. Ça fait combien de Bitcoin d'ailleurs, 23 000 $?
Je ne peux pas faire le calcul de tête, mais ça l'a fait une cinquantaine à peu près. À la date du jour, c'est quoi le change? Alors aujourd'hui, là, le taux de change, il est à 430 $, ou 310, 320 €, mais voilà, c'est à peu près ça. La suite des explications ou c'est fini? Bah écoute, je pense que c'était simple, C'est pas mal. concis. D'ailleurs, sur le taux de change, en fait, ça varie aux alentours de 300-400 ces derniers temps. C'est monté jusqu'à 900, quasiment 1000. Ça a été très, très, très bas. On a cru à un moment, d'ailleurs, que ça allait s'effondrer totalement. Donc, est-ce qu'on est dans quelque chose de stable aujourd'hui sur le taux du Bitcoin? Relativement stable, en tout cas. Aujourd'hui, il y a une très très forte volatilité du cours du Bitcoin, mais ça c'est lié au manque de liquidité qui font qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde du Bitcoin, par exemple la Chine qui dit attention le Bitcoin c'est pas bien, eh bien forcément les marchés réagissent et la liquidité étant faible, l'impact sur le cours est très important. Donc plus on va augmenter la liquidité du Bitcoin, c'est-à-dire plus on aura un écosystème qui sera fort, eh bien moins les fluctuations seront importantes. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est tout à fait juste. Je pense que la volatilité était plus ou moins une faiblesse aujourd'hui du système, on est d'accord, on ne peut pas le nier. Néanmoins, elle est inhérente au fait que simplement le manque de liquidité et le nombre de spéculateurs qui sont sur cette monnaie, aujourd'hui la rendent volatile. Donc voilà, ça va progresser. On a atteint plusieurs fois des plateaux qui ont duré relativement longtemps. On pourrait dire d'une certaine façon qu'on est sur un plateau depuis quelque temps après la montée importante qu'il y a eu en novembre 2013. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est bien sûr sur les technologies, sur le protocole, sur les capacités de pouvoir fournir de nouveaux services en utilisant le protocole Bitcoin. Donc on n'a pas toujours totalement intérêt à se focaliser simplement sur la valeur du Bitcoin par rapport aux autres monnaies, mais simplement de voir en fait intrinsèquement la valeur de ce protocole. Si on dit que le Bitcoin c'est un protocole et que c'est beaucoup plus qu'une monnaie, oui, potentiellement, vous êtes d'accord avec ça évidemment? Oui, oui. Je l'ai écrit d'ailleurs. Au-delà de la monnaie, en fait, effectivement, le protocole permet de réaliser des applications dans l'environnement Internet. Et l'une des applications pourrait s'appeler la monnaie que vous venez de décrire. Mais c'est simplement la première application en un sens. À chaque fois qu'il y a une propriété qui est transférée entre deux personnes qui ne se connaissent pas à l'intérieur d'un réseau Internet, et bien à chaque fois qu'il y a ce rôle qui doit être joué, et bien le protocole Bitcoin peut jouer un rôle. En jouant ce rôle, probablement qu'il va disrupter, qu'il va prendre la place de quelqu'un qui joue aujourd'hui le rôle de tiers de confiance. Alors ça s'appelle une banque centrale, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça peut s'appeler une banque, ça peut s'appeler un établissement de paiement, ça peut s'appeler peut-être un notaire, ça peut s'appeler de différentes façons, mais à chaque fois que, on est capable de transférer une propriété de façon sécurisée entre deux personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, Bitcoin a un rôle à jouer. En fait, plus largement, on dit souvent que c'est une plateforme qui va permettre d'échanger des titres de propriété de façon très très large. Oui, donc ça va avec des actions d'une entreprise, ça peut être un titre de propriété d'une société ou d'une maison, pourquoi pas, ou d'une voiture. En fait, c'est en train de squeezer non seulement les banques potentiellement, mais aussi les notaires d'une certaine façon. Oui, d'une façon générale, on pourrait dire que le protocole Bitcoin vient disrupter quelque chose qui est la base de notre société, qui s'appelle la confiance, dans le cas de la base d'une société et de notre économie. Et il remplace en fait la confiance par un protocole qui nous permet de pouvoir échanger une propriété entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on est aujourd'hui à une période un peu charnière du Bitcoin où ça passe ou ça casse d'une certaine façon? Alors vous pensez que ça passe, sinon vous n'auriez pas ouvert ce lieu de 200 mètres carrés qui est absolument superbe. Mais on a des choses qui se disent dans tous les sens aujourd'hui dans les médias. J'ai noté un petit peu. Alors évidemment on parle de la Tulip Mania qui est la première bulle historique. Ça c'est ceux qui ne sont pas d'accord évidemment avec l'idée même du Bitcoin. Paul Krugman, l'économiste, a parlé du diable en parlant du Bitcoin. Alan Greenspan a parlé de bulle lui aussi. On parle de pyramide de Ponzi. On parle de révolution dans le bon sens du terme pour Marc Andreessen, le créateur de Netscape, entre autres. On parle de spectre de la crypto-anarchie. Vous avez l'air tous les deux de crypto-anarchistes d'ailleurs, profondément. En fait, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille idéologique qui est en train de se jouer. Oui, alors pour être sur juste, le Bitcoin. Il faudrait citer également Bill Gates qui dit c'est un tour de force technologique. Il faudrait citer Branson qui dit on a besoin du Bitcoin dans notre économie. Donc il faudrait citer aussi tous les gens qui disent des choses positives sur le Bitcoin. Il y a eu 4 phases. Il y a une phase technologique qui est derrière nous, qui est la phase qui permet en fait de rendre le réseau Bitcoin existant. Et Eric nous en parlera aussi, il est meilleur connaisseur que moi sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui a évolué fortement
et sur lequel aujourd'hui on s'est transformé dans des vrais professionnels qui sont en train de faire fonctionner ce réseau. La deuxième phase, c'est les spéculateurs, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin d'eux parce que c'est eux qui apportent la liquidité aussi dans cette monnaie. Troisième phase, c'est la phase des startups, des entrepreneurs. C'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui la Maison du Bitcoin, en essayant au maximum de pouvoir aider ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent, et on voit ils sont nombreux, et qui sont en train de développer les nouvelles applications qui vont permettre à la quatrième phase, les consommateurs et les marchands, de pouvoir échanger de façon plus simple, moins chère et sans autorité centrale. Je me trompe, Eric, tu achètes ? J'adhère complètement, c'est tout à fait ça. Et effectivement, on est dans une période charnière, dans le sens où c'est maintenant qu'il faut lancer les projets, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui se développe, surtout en France, puisqu'en France, on est quand même pas mal en retard par rapport à ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis. Si on regarde un petit peu l'écosystème Bitcoin en France, eh bien, il est quand même réuni dans cette pièce qui est pas si grande que ça. Et donc, il est temps aujourd'hui de développer cet écosystème et de faire en sorte qu'il y ait des startups qui bossent dans le Bitcoin pour que, pourquoi pas, le Google du Bitcoin de demain soit français. D'ailleurs, la première maison du Bitcoin, elle n'a pas eu lieu en France, c'est pas celle-là sur laquelle on se trouve. Il y en a une aux États-Unis et en Israël, c'est ça ? Alors en fait, il y a ce qu'ils appellent des ambassades du Bitcoin qui ont plus le rôle d'évangéliser, de faire un petit peu des formations. Nous, on est vraiment sur un aspect un peu plus méta, c'est-à-dire qu'on fait à la fois incubateur pour développer les projets, mais aussi des solutions pour permettre au plus grand nombre de pouvoir acheter des bitcoins, de pouvoir faire ses premières transactions, de former, d'aider un petit peu aussi les entreprises, les marchands à accepter. Donc on essaye vraiment de faire bouger tout l'écosystème. Oui, parce que les gens qui sont là sont des startups, ce sont des ingénieurs la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des formations assez pointues en matière d'économie et de finance. On est loin des crypto-anarchistes extrême-gauchistes qu'on veut bien nous vendre dans certains médias en fait. C'est une histoire technologique avant tout, la plateforme Bitcoin, qui aujourd'hui génère tout un écosystème. Alors, il se définit comment cet écosystème aujourd'hui ? Jusqu'où il va aujourd'hui en France, par exemple ? En France, pour l'instant, il ne va pas très très loin. Il n'existe qu'une poignée de startups qui travaillent dans le domaine. On est un peu la première initiative d'incubateur officiel à se lancer. Donc clairement, aujourd'hui, l'écosystème en France, il est encore tout petit. Il se développe et la particularité de toutes les startups qui sont là, de tous les entrepreneurs, c'est que leur projet est neuf. Ça fait, pour la plupart, ça ne fait que quelques mois que leur projet existe, qu'il a été lancé. Ça peut être des entrepreneurs d'expérience, bien sûr, mais vraiment tous les projets sont neufs et on est vraiment au tout début. Philippe Rodriguez. Je voulais juste rajouter au point d'Eric un point super important. C'est que les startups et les entrepreneurs qui sont ici, ils font preuve aussi de beaucoup de courage sur un plan économique et sur un plan simplement du risque, parce qu'on est dans un des rares pays où on n'a toujours pas eu de notes fiscales sur qu'est-ce qu'on doit faire des bitcoins dans les entreprises et pour les particuliers, ce qui a été fait en Angleterre, ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait aux États-Unis, ce qui a été fait dans pas mal de pays. Et ça, on ne l'a toujours pas. Et c'est quelque chose sur lequel l'association milite, parce que finalement, pour ces entrepreneurs qui sont là, c'est beaucoup de risques de pouvoir démarrer des business sans savoir exactement quelle est la réglementation qui va s'appliquer pour eux, à la fois sur un plan fiscal et sur un plan de régulation. Donc, si on veut les garder ici avec nous, il va falloir évidemment que le gouvernement bouge. Et c'est un appel évidemment au gouvernement. Et notamment, justement, les États-Unis viennent d'annoncer qu'on allait bientôt pouvoir utiliser le Bitcoin pour les candidats à la future élection présidentielle. Absolument, mais bien avant ça, ils ont annoncé beaucoup d'autres choses, puisqu'ils ont émis, grâce à l'IRS, ils ont émis en fait un ensemble de règles tout à fait complètes sur la façon dont on devait finalement payer ses impôts autour de Bitcoin. Et effectivement, jusqu'à ces éléments-là concernant la politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du fisc français ? Est-ce qu'il met son nez sur cette histoire-là, sur les échanges ? Est-ce qu'il commence à se dire qu'il y a des ponctions à faire sur les échanges de Bitcoin ? Non, on n'en est nulle part pour l'instant, puisque pour l'instant, on en est à un point où les avocats fiscalistes essayent d'interpréter la loi que nous avons et le cas général de la loi, de façon à pouvoir définir ce qu'il faudrait faire avec les bitcoins. Or, les bitcoins, de toute façon, ne rentrent pas dans une case bien précise de ce qui a été prévu jusqu'à maintenant par la loi. C'est un OFNI, c'est un objet financier non identifié, et cet OFNI il a besoin d'être aussi mieux défini et régulé, de façon à rajouter de la confiance
et cette confiance permettra aux entreprises de se développer et les startups de se développer. Alors justement, la confiance, c'est le mot-clé en matière de Bitcoin, puisqu'il n'y a pas de tiers de confiance. C'est ce qui fait la particularité du Bitcoin. Donc la confiance, c'est le réseau, c'est la technologie, c'est la puissance des mineurs, en fait, qui sont des ordinateurs qui sont nombreux et qui participent à la validation de chaque opération. Mais est-ce que la confiance n'a pas été émoussée un peu, par exemple, avec Mt. qui est cette société au Japon, dirigée par un Français, même si c'est la société elle-même qui est responsable et pas le protocole? Non, c'est bien la preuve que Bitcoin offre une grande liberté. Et attaché à cette liberté est attachée une grande responsabilité. Hein. Et cette responsabilité fait qu'à la fois du côté des consommateurs, à la fois des entreprises, cette grande liberté et cette grande puissance entraîne une grande responsabilité des acteurs, puisqu'ils manient des sommes importantes. Et c'est pour ça que nous sommes pour une régulation adaptée qui permettra de rajouter de la confiance sur ces systèmes. Parce que quand on se fait dérober quelques centaines, quelques dizaines de millions d'euros d'équivalent Bitcoin, ça fait mauvais genre quand même. Oui, ça fait mauvais genre aussi pour lorsque vous aviez des comptes à la banque Lehman, de les avoir totalement perdus. Et ça fait tout à fait mauvais genre de perdre de l'argent dans des situations dans lesquelles vous êtes très déçus de l'avoir. On a besoin de rajouter effectivement une couche de régulation qui va permettre simplement de s'assurer que les processus soient bien suivis et qu'on soit dans un environnement sécurisé. Donc une grande responsabilité. Eric. Juste à rajouter un point, c'est que Mt. Gox, en fait, c'est une plateforme de trading. C'était pas une plateforme pour Monsieur Tout le Monde. Donc ceux qui ont perdu en fait de l'argent, c'était avant tout des traders, des gens qui faisaient des investissements et qui savaient que Mt. Gox avait des problèmes. Il y avait un gros voyant rouge qui s'allumait depuis longtemps. Ils avaient déjà eu des soucis de perte de Bitcoin, etc. Et ceux qui ont perdu ont reconnu qu'ils auraient dû arrêter avant et retirer en fait leur argent avant, mais simplement les taux en fait de retour étaient tellement importants, même s'ils étaient virtuels, parce qu'au final ils n'ont pas réussi à retirer l'argent. Et donc ils sont restés en savant qu'ils prenaient un risque. Donc ceux qui ont vraiment tout perdu, c'est pas le petit épargnant, c'est les gros traders. Alors certes ça fait très mal, mais ils avaient quand même de quoi voir qu'il y avait des soucis à l'avance. Ça entérine quand même l'idée que le Bitcoin est aussi un produit spéculatif et que ça pourrait être que un produit spéculatif, ce qui n'est pas le but du jeu non plus. Alors c'est clairement pas que un produit spéculatif, mais c'est une phase par laquelle on a besoin de passer. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si justement aujourd'hui tout le monde parle un petit peu du Bitcoin et le considère comme quelque chose qui a tout à fait sa place dans le monde financier, c'est parce qu'à un moment, le Bitcoin a valu 1000 $. Il y a eu ce cap psychologique qui a fait que tous les médias se sont mis à en parler. Et ce cap de 1000 $, il a été atteint parce qu'il y a une spéculation, parce que la Chine s'y est mise. Et sans ces spéculateurs, on n'y serait pas arrivé. C'est donc une phase, mais clairement, dans la continuité, dans l'usage de Bitcoin, la spéculation va être un peu plus marginalisée, comme aujourd'hui, en fait, la finance n'est pas que de la spéculation, c'est aussi un outil pour aider les gens à commercer, à vivre, etc. Justement, à propos de ça, j'aimerais bien qu'on écoute maintenant ce que nous raconte Ilan Abeacera, qui est le chroniqueur habituel de cette émission, qui nous raconte l'actualité depuis Palo Alto, en Californie, dans la Silicon Valley chaque émission. Là, évidemment, à l'heure où on enregistre cette émission depuis la maison du Bitcoin, il est le milieu de la nuit directement à Palo Alto. Donc, il nous a envoyé un petit message, Ilan, un petit message où il nous raconte son expérience, parce qu'on a déjà discuté dans cette émission de son expérience Bitcoin qui a été de j'achète et puis je regarde un peu ce qui se passe. Depuis, ça a un petit peu bougé. En tout cas, il nous raconte ça. Écoutez. Alors, mon expérience Bitcoin. Moi, j'ai connu Bitcoin, j'en ai entendu parler pour la première fois en fait il y a un petit moment maintenant, quand le Bitcoin était à 70 $. Donc je me rappelle pas exactement de la date, mais quand j'en ai entendu parler, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai envie de dire pas forcément pour les bonnes raisons. Je me suis dit que ça pourrait être un moyen de spéculer comme on achète des stocks. Et puis en fait, j'ai commencé à m'y intéresser et comprendre un peu le potentiel de cette nouvelle monnaie. Et j'ai acheté effectivement des bitcoins à 70 $, 80 $. J'en ai même racheté à 100 $. Et puis il y a eu l'explosion qu'on a connue. Donc au final, j'ai beaucoup appris sur le potentiel d'une monnaie un peu décentralisée. Et je pense que ça va rester définitivement. La question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que Bitcoin va être cette monnaie principale que tout le monde va utiliser, ou alors il va en avoir d'autres, des cryptocurrencies, et du coup le Bitcoin ne sera plus aussi
valorisé que ça ne l'est aujourd'hui. Ça reste une question en suspens. Je pense que le fait que la valeur du Bitcoin est retombée à 400 et quelques dollars aujourd'hui et qu'elle est elle stagne en fait, c'est parce que cette vague spéculative s'est arrêtée et qu'aujourd'hui on est en train de regarder le Bitcoin comme une vraie monnaie qui va, je pense, s'installer si et seulement si on peut l'utiliser dans notre quotidien, que ce soit dans des boutiques. Alors moi je suis à Palo Alto, effectivement à Palo Alto tu as quelques cafés qui acceptent les bitcoins, mais ça reste anecdotique. Sur le web aujourd'hui tu as je crois overstock.com qui accepte les bitcoins via Coinbase qui est un bitcoin wallet qui a aussi des API pour pouvoir payer en bitcoin. Et donc voilà, on va voir un peu les prochains mois si ça continue à se développer, si de plus en plus de marchands acceptent les bitcoins. Et là, effectivement, ça va vraiment s'installer. Donc à suivre de près. Et personnellement, moi, je crois toujours au bitcoin comme une monnaie dont on va avoir besoin et qui est quelque chose dont vraiment le monde a besoin aujourd'hui. Donc je continue à suivre les bitcoins de très près. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Ilan? Il vient de nous dire que pour lui, il faudrait qu'on puisse acheter dans tous les magasins avec des bitcoins. Clairement, c'est quelque chose qu'on souhaite tous voir. Mais il faut commencer étape par étape. Et l'objectif, par exemple, de la maison du Bitcoin, c'est de faire en sorte que les magasins qui sont autour de nous, les restaurants, parce qu'il y en a déjà pas mal, acceptent le Bitcoin. Puisque ici, les gens pourront repartir avec des Bitcoins et une des premières choses qu'ils auront envie de faire, c'est dépenser leur Bitcoin. Donc on va pouvoir mettre en place un premier petit écosystème où les magasins pourront accepter le Bitcoin. Et de là, c'est déjà un premier début. Et ensuite, on pourra convaincre de plus en plus de commerçants. Et on peut imaginer que d'ici, pas tout de suite, mais d'ici quelques années, on puisse accepter le Bitcoin partout parce que ça représente quand même beaucoup d'avantages pour les commerçants. C'est pas juste une mode ou juste un moyen de faire du buzz. Justement, les magasins Monoprix viennent d'annoncer qu'on pourrait bientôt acheter avec des Bitcoins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, on a tous été assez surpris, même agréablement surpris par cette annonce, ce qui montre que Monoprix effectivement fait preuve d'innovation et n'a pas peur en fait d'avancer avant les autres, parce que souvent ce qui se passe c'est que tout le monde se regarde et c'est le premier qui dégaine. Ils sont les premiers à dégainer, ça leur a du reste fait énormément de retombées médiatiques. Je pense qu'ils ont même été un petit peu dépassés par tout le déchaînement sur le sujet. Donc ils ont dit qu'effectivement d'ici la fin de l'année chez Monoprix on pourra faire ses courses. Clairement si c'est le cas, j'irai faire mes courses chez Monoprix car ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir qu'une grande chaîne comme ça accepte le Bitcoin en France. Ça montrerait qu'effectivement le Bitcoin a atteint sa maturité. Est-ce que ce n'est pas encore un peu compliqué de payer en Bitcoin aujourd'hui, très concrètement? L'acte de paiement, pas tellement, avec son téléphone ça se fait assez vite, mais le fait de créditer sur son compte des Bitcoins et d'avoir ça disponible via une interface sur son téléphone. Je crois que ça se simplifie chaque jour de plus en plus. Il est juste qu'il manque encore quelques systèmes qui vont rendre en fait le système acceptable par les consommateurs, mais plus on avance, plus ils vont être conscients des bénéfices directs qu'ils ont à utiliser Bitcoin, notamment le fait qu'ils n'ont pas de coûts de transfert, ils n'auront pas une facilité d'usage grâce en fait au mobile qu'on peut utiliser simplement pour transférer ou pour payer quelque chose. Donc eux-mêmes recevoir de l'argent de façon extrêmement simple. Je vous rappelle que par exemple pour les transferts d'un pays à l'autre, Bitcoin permet de faire des transferts d'argent qui coûtent très très peu cher. Donc lorsqu'on se rend compte en fait de tous ces bénéfices, l'usage va se développer. Et pour l'usage, on a besoin des startups qui sont en train de développer ces nouvelles applications qui sont en train d'arriver peu à peu en France. Est-ce que parmi les promoteurs du Bitcoin, il y aurait des philosophies assez radicalement différentes? En clair, est-ce qu'il y aurait une façon de penser le Bitcoin de droite et une façon de penser le Bitcoin de gauche, pour être un petit peu caricatural? Ah oui, là ce serait très caricatural, parce que je ne crois pas que ce soit de droite ou de gauche. Je crois que c'est plutôt une question de liberté et de l'idée qu'on se fait de la liberté. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir une des motivations possibles de s'intéresser au Bitcoin qui peut être, on va dire, un sous-jacent un peu philosophique concernant ce que l'on pense de la liberté, notamment du rôle que le citoyen a par rapport à l'État et de la liberté que laissent les États vis-à-vis des citoyens. Quand on se pose ces questions-là, on se dit finalement que ce qu'on nous impose avec une monnaie unique aujourd'hui soulève tout un tas de questions qui sont des questions assez légitimes finalement. Vous étiez ce matin sur BFM TV et on vous a notamment titillé sur le fait que c'était assez contradictoire de créer une maison du Bitcoin pour une monnaie virtuelle.
Oui, c'est vrai, on parle d'une monnaie virtuelle. Eh bien justement, on a voulu créer une maison physique et on a aussi choisi le terme maison du Bitcoin, qui est un petit peu désuet quelque part, pour justement faire une contradiction avec l'aspect hyper techno, hyper virtuel du Bitcoin, et quelque part un peu pour rassurer, puisqu'on a envie de rassurer, d'expliquer, et c'est un lieu où on peut venir avoir des explications sur le Bitcoin, voir une mine de Bitcoin, acheter des Bitcoins, voir des entrepreneurs Bitcoin. On voit que c'est très concret, que c'est pas juste quelque chose dans le cloud. Il y a vraiment des applications concrètes et on a pensé que tout naturellement, le premier pas pour cet écosystème, c'était de faire un endroit justement physique auquel les gens pouvaient se raccrocher. Qui est-ce qui finance cet endroit qui est assez énorme, 200 mètres carrés, dans un endroit assez clé, rue du Caire? On est en face du NUMA, d'ailleurs vous nous direz pourquoi vous êtes installé particulièrement ici tout à l'heure. Mais qui est-ce qui finance? Eh bien c'est nous, on finance ça sur nos fonds propres. Puisqu'on croit très très fort en fait à Bitcoin, au développement de son écosystème. Et donc on a fait cet investissement en pariant sur le futur, sur le fait que Bitcoin va se développer et qu'en étant les premiers à s'être positionnés dans cet écosystème, à favoriser les meilleurs projets, les meilleures startups, eh bien on retirait les fruits de cet investissement. Et pourquoi NUMA? Eh bien, le Silicon Sentier, c'est vraiment l'endroit où toutes les startups se trouvent. Ici, on a en fait un foot traffic de très grande qualité par rapport au public qu'on essaye de toucher. C'est vrai qu'il y a des grands baies là sur les vitrines, donc les gens voient et comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Ils rentrent, vous touchez des développeurs, des entrepreneurs, des gens qui viennent de l'étranger pour aller justement rencontrer des gens chez NUMA. Donc c'est vraiment un très très bon endroit. Parce que symboliquement, d'un côté et de l'autre de la rue, on a deux bâtiments qui se répondent vraiment architecturalement. Vous avez le NUMA d'un côté, vous avez la maison du Bitcoin de l'autre. On a l'impression que c'est le même bâtiment en doublon d'un côté et de l'autre, et c'est plutôt bien réussi ça. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Pour ma part, j'ai visité plusieurs capitales d'Europe pour regarder ce qui se passait en fait dans ce domaine. Sur justement l'établissement d'un écosystème pour le Bitcoin. Et je peux vous dire qu'à 5-6 mois, on était probablement en retard. Et depuis ce matin, je pense qu'on a pris de l'avance grâce à Eric et Thomas, d'ici la maison du Bitcoin, parce que au fond, lorsqu'on regarde ce qui a été fait en Angleterre, ce qui a été fait à Londres, ce qui a été fait à Berlin, ce qui a été fait dans les autres capitales, eh bien, il n'y a pas d'endroit comme ça qui soit aussi vivant, qui soit aussi connecté avec l'écosystème, et qui peut permettre de faire la vraie promotion dans le bon sens de ce qu'on doit faire pour le Bitcoin. Donc bravo à l'équipe de la maison du Bitcoin. Je rappelle que dans un instant, on va accueillir tous les braves gens qui sont en train de discuter derrière, pas tous, mais quelques-uns d'entre eux, pour nous raconter quelles sont les startups qui sont dans l'écosystème des Bitcoins. Il y a des personnes, notamment The Next Web, qui a fait un article que je trouve extrêmement complet sur le Bitcoin, où une des thèses qui est de dire, si vous voulez comprendre ce qu'est le Bitcoin, il faut le penser en termes de torrent. En fait, il faut penser le Bitcoin comme Napster. Napster qui a cassé le marché de la musique d'une certaine façon à un moment précis. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est ça, c'est une plateforme technologique qui permet tous les échanges possibles entre individus, et ça va au-delà de la monnaie aujourd'hui. Voilà. Parce que Napster était centralisé et justement, on va dire... Napster était totalement illégal, alors que le Bitcoin est légal aujourd'hui. En tout cas, il n'a pas d'illégalité notable. On est vraiment dans la décentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité qui régule Bitcoin. Et aujourd'hui, même si un État voudrait interdire Bitcoin, il ne pourrait pas, parce qu'il fait partie du tissu d'Internet. Et c'est vraiment cette grande force, la confiance en fait dans le réseau Bitcoin, c'est pas la confiance à un tiers, c'est pas la confiance à un État ni à une banque, c'est même pas la confiance à son créateur, c'est vraiment la confiance dans les mathématiques. Et les mathématiques, quoi qu'il arrive, 2 et 2 feront toujours 4, et donc Bitcoin sera toujours là. Ici, il y a pas mal de machines d'ailleurs qui participent au fonctionnement Bitcoin. Oui, tout à fait. On appelle ça des mineurs. En fait, c'est la puissance de calcul qui permet de sécuriser les transactions et faire en sorte que cette monnaie, on puisse éviter le fait de dépenser 2 fois le même argent. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez eu des rapports avec les ministres de tutelle, avec les pouvoirs publics de façon générale? Est-ce qu'ils s'intéressent au sujet ou pas encore, Philippe? Alors l'exécutif pour l'instant, donc le gouvernement fraîchement nommé, on n'a pas encore d'interaction avec eux réellement sur le sujet. Par contre, il y a tout un travail qui a été fait avec notamment les parlementaires, à la fois au Sénat et au Parlement sur ce sujet, dans lequel on a une écoute tout à fait intéressante et tout à fait honnête sur le sujet. Et par ailleurs, bien sûr, les organisations dépendantes de la Banque de France, donc à la fois l'AMF, mais également l'ACPR, mais également et une organisation qui dépend du gouvernement qui est TrackFin, s'intéressent fortement au Bitcoin et ont déjà des spécialistes qui travaillent sur le sujet. Donc oui, on peut dire qu'il y a un dialogue qui démarre. Pour nous, notre revendication, elle est assez simple, c'est d'obtenir tout de même
cette note fiscale qui est capable en fait d'expliquer à quelle sauce finalement les profits du Bitcoin pourraient être mangés prochainement. Et ça, c'est très très important pour nous. Donc l'écoute, c'est important, mais il nous faut aussi de l'action. Quelle est la part dans le Bitcoin de pensée anti-banque, on va le dire comme ça, parce qu'elle existe vraiment aussi. Les banques ayant légèrement créé les conditions de la crise depuis quelques années, une crise qui est là maintenant, et beaucoup de personnes leur en veulent. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Bitcoin, à l'intérieur même de l'écosystème du Bitcoin, est une façon comme une autre de détourner, de dépasser, de squeezer définitivement les banques? Je pense qu'il y a une petite partie, mais elle est assez faible finalement. Je pense en fait qu'une partie des utilisateurs du Bitcoin se disent que c'est peut-être une façon de s'affranchir, non pas des banques, mais d'un système bancaire en général, sur lequel ils sont déçus et sur lequel de temps en temps ils se disent on n'arrive pas à comprendre comment tout ça fonctionne. Si on rajoute en fait la crise de 2008, si on rajoute également les effets de régulation des banques, si on rajoute BAL 3, si on rajoute la sécurisation des banques, si on rajoute tout ça, aujourd'hui on se retrouve dans des systèmes, ça m'est arrivé récemment d'ailleurs à titre personnel, de plus rien comprendre sur la façon dont on interagit avec une banque et de trouver ça extrêmement compliqué. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Je ne pense pas que ça soit contre les banques, mais c'est contre un système, mais surtout pour l'améliorer. Et je crois, pour ma part, que les banques le voient aussi comme ça, et que pour beaucoup d'entre elles, le Bitcoin, ce n'est pas l'ennemi. Bitcoin, c'est simplement une technologie qu'elles pourraient mettre à profit pour offrir de nouveaux services. Ça, c'est votre vision à vous, qui est la vision capitaliste, on va dire, du Bitcoin. Il y a aussi une version anarchiste qui existe aujourd'hui et qui se développe dans le darknet, notamment du Bitcoin. Donc, quand c'est les anarchistes, je te passe la parole. On a bien compris. Non, clairement, Bitcoin, c'est la liberté. On retrouve le pouvoir sur son argent et on peut en fait commercer, déposer des argents, faire des transferts, ouvrir un compte en banque sans avoir besoin de répondre à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité, on n'a pas besoin de donner sa pièce d'identité. Donc clairement, le darknet, les anarchistes, pour eux, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, puisque avant ils pouvaient communiquer un petit peu dans le secret, maintenant ils peuvent payer dans le secret. Mais ce que nous on voit avant tout comme entrepreneurs, c'est que Bitcoin, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut innover dans le domaine financier, on peut itérer sur des projets et on n'est pas ralenti par le carcan des banques. Parce qu'effectivement, il y a une espèce c'est très très compliqué de faire les choses avec les banques. Ça met des années. Quand on voit l'exemple de Litchi, par exemple, qui a mis des années à casser le monopole avec la Banque de France, qui a réussi à le faire, mais à quel prix et à quel coût, voilà. Aujourd'hui, on se dit que le Bitcoin peut aller plus vite que ça. Mais oui, tout à fait. Et ça marche déjà, la preuve. Donc ici, il y a plein de startups qui font des choses, qui échangent de façon tout à fait nouvelle et qui peuvent le faire comme ça, dès maintenant, tout de suite. Avec Bitcoin, c'est un peu faire une banque dans son garage. Donc effectivement avec les responsabilités qui incombent, c'est pour ça que accompagner une start-up dans son développement c'est important et que la maison du Bitcoin est là aussi pour répondre à des questions, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi en marge de la loi, mais on peut avancer rapidement et c'est ça vraiment la beauté de Bitcoin. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, les banques, les pouvoirs publics auront pris la mesure et se seront même adaptés complètement à cette nouvelle donne ? Dans 5 ans, je pense qu'elles auront compris ce qui leur arrive bien avant. Parce que 5 ans, c'est quand même long. Maintenant qu'elles se soient adaptées, je ne sais pas. Est-ce que les banques, en fait, est-ce qu'une partie des banques vont souffrir à cause de Bitcoin, ou alors est-ce qu'au contraire, elles vont se l'approprier pour faire quelque chose d'encore plus grand ? Je pense que l'histoire nous montre souvent que celui qui est un petit peu en tête d'un marché ne regarde pas vraiment ce qui se passe en bas et a tendance à se faire renverser. Ce sont les cycles en fait classiques. En même temps, on a dit ça des majeures compagnies avec la musique. Elles sont toujours la vivante aujourd'hui et elles ont pris la mesure de ce marché-là et elles vendent de la musique aujourd'hui, moins cher qu'avant, mais elles continuent à vendre de la musique. Ouais. En fait, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui est un mouvement par l'inspiration et l'innovation, et il y a un mouvement par la douleur et la crainte. La douleur et la crainte, pour l'instant, probablement que le Bitcoin est un peu petit pour qu'il y ait des mouvements qui aient lieu. La capitalisation aujourd'hui du Bitcoin, sa valeur dans le monde, est inférieure à certaines amendes qui ont été payées par des banques pour les méfaits qu'elles ont commis concernant le blanchiment d'argent. L'amende, pas le blanchiment, l'amende. Donc on est encore dans un endroit dans lequel cette partie-là n'est pas assez gros pour que ça puisse faire peur au monde bancaire. Par contre, sur le sujet de l'innovation, sur les sujets en fait de la capacité à pouvoir passer une étape supérieure, et je pense notamment aux pays émergents, je pense notamment à l'Afrique, je pense notamment à tous ces pays dans lesquels on aurait la possibilité de mettre en place un système bancaire beaucoup plus moderne, beaucoup plus pratique, extrêmement plus
finalement résistant à la corruption, aux violences, aux manipulations des monnaies, on pourrait le faire assez facilement et c'est peut-être ça qui va se passer. Et moins taxé aussi, parce que vous parliez de l'Afrique notamment, toutes les diasporas, notamment africaines, qui envoient de l'argent en Afrique, ont des taxes qui sont absolument colossales de la part des banques pour les transferts d'argent. Avec le Bitcoin, on résout déjà ce problème-là, ce qui représente des milliards de l'ordre d'euros de 12 chaque année. à 14% de ce qui est utilisé comme transfert d'argent, plusieurs milliards par an. Donc c'est vraiment des sommes importantes qui sont prélevées comme des taxes qui pourraient être anéanties à zéro grâce à Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, c'est l'arme finale du protocole, ou est-ce que finalement, il peut y avoir d'autres monnaies qui vont se développer sur le même protocole, voire même des monnaies complètement alternatives, elles, qui créeraient une sorte de sixième continent, de gens qui créeraient leur propre État, puisque quand on bat sa monnaie, on crée un État. C'est un peu même l'origine d'un État, et qui créeraient leur propre monnaie un peu partout dans le monde, finalement. Eh bien, Bitcoin, c'est une innovation technologique qui peut être utilisée effectivement pour recréer d'autres monnaies qui auront peut-être des qualités supérieures. On ne sait pas si en fait la monnaie de l'Internet de demain, la monnaie virtuelle qui sera utilisée sera le Bitcoin, sera peut-être un de ses dérivés. Il y a aussi en fait un certain nombre de travaux pour continuer les recherches dans le domaine de Bitcoin, pour aller encore plus loin dans les transferts de propriété, etc. Donc oui, qui sait. Maintenant, effectivement, un État, en général c'est un État qui crée sa monnaie. Est-ce qu'en créant sa monnaie, on va faire un État ? C'est la bonne question. Je ne sais pas. Mais vraiment là, tous les paris sont ouverts, puisqu'on a vraiment franchi un cap dans le domaine technologique. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On ne savait pas faire ça avant. On va tourner une petite virgule en vous remerciant, Philippe, d'être venu à l'occasion de l'inauguration de cette maison du Bitcoin. Vous pouvez rester un petit peu avec nous, Eric ? Bien entendu. On reste là pendant quelques minutes encore avec les startups qui sont derrière. On va arrêter de les entendre parler derrière, on va les faire causer devant le micro, ce qui ne sera pas plus mal non plus, juste après une petite virgule. On est de retour dans ce EPI spécial à l'occasion de l'inauguration de la maison du Bitcoin. Et on va faire donc un petit tour des startups qui se trouvent ici. Et on va commencer ce tour de table avec Gonzague Grandval. Vous êtes le cofondateur de Paymium. Alors vous êtes la première société Bitcoin en France, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Paymium est une société qui a été créée en 2011 et qui exploite aujourd'hui le service Bitcoin Central, qui est la première place de marché Bitcoin en France. Ça veut dire quoi en décodé tout ça ? La première place de marché Bitcoin, ça veut dire quoi ? Alors une place de marché, c'est un service d'intermédiation où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent pour acheter et vendre des Bitcoins. Et cette place de marché devient aussi le moteur d'une passerelle de paiement qui permet à des marchands d'accepter des paiements en Bitcoin. Ça veut dire que c'est de la spéculation sur le Bitcoin, ou c'est simplement de l'échange normal de devises ? Alors c'est pour tout. On peut avoir certains clients qui vont spéculer sur du Bitcoin, comme des clients plus traditionnels qui vont simplement acheter des Bitcoins pour en posséder, pour découvrir. Il y a tout type de clients. C'est aujourd'hui quelque chose qui se met vraiment en place, que cette notion de place de marché, il y a les endroits où on achète le Bitcoin, les endroits où on les échange, on fait les transactions finalement. Exactement. En fait, pour avoir des Bitcoins, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Ou bien vous vendez un bien, un service contre des Bitcoins, ou bien vous en achetez. Et pour en acheter, il faut les acheter auprès de personnes qui en vendent. Donc c'est en ce sens que les places de marché ont une utilité, c'est que c'est le seul endroit où on peut acheter véritablement et revendre des Bitcoins. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le Bitcoin ? Alors, ce qui attire dans Bitcoin, c'est la technologie et c'est vraiment la rupture qu'elle amène dans le domaine du paiement électronique. Alors, il y a plein d'autres composantes que le paiement électronique dans Bitcoin, mais c'est celle qui nous intéresse chez Paymium. Et depuis 30 ans, il n'y avait pas eu beaucoup d'innovation dans le domaine du paiement depuis l'apparition de la puce. Et Bitcoin, c'est vraiment une nouvelle façon d'appréhender le paiement transfrontière dans le monde entier, et tout ça de façon libre, ce qui est une véritable innovation aujourd'hui. Bon alors moi je vais aller faire un petit tour là juste derrière moi pour aller chercher d'autres start-upers. Eh ben, bon courage alors. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de ce qui va se passer ici, Eric, dans les prochaines semaines ? Est-ce qu'il va y avoir des activités quotidiennes dans cette maison du Bitcoin ? Alors déjà ici, ça va se transformer en espace de coworking, c'est-à-dire que les startups qui sont là et d'autres qui vont arriver vont travailler, donc il va y avoir une ambiance quand même très studieuse. On va aussi avoir un petit peu la boutique qui va ouvrir, on va commencer à accueillir du monde, vendre un petit peu des bitcoins et d'autres choses. Et il y a des formations que l'on va faire. Et le premier grand événement, ça va être un hackathon qui aura lieu mi-juin,
où là, eh bien, développeurs, hackers, entrepreneurs, designers, enfin tous ceux qui ont envie un petit peu de participer pourront venir le temps d'un week-end et de coder pendant 48 heures sur un projet Bitcoin, quelque chose d'un peu nouveau, faire des expériences et voir ce qui va sortir un petit peu de ce premier laboratoire du hack. Est-ce qu'il y a un langage particulier au Bitcoin aujourd'hui en matière informatique ? Alors, en fait, c'est du C++ pour le protocole, mais sinon ensuite les applications web, client-serveur, peuvent être souvent développées en Rails, en Python, donc en Ruby, en Python. Et bien entendu, dès qu'on veut faire un petit peu des applications mobiles, c'est surtout sur Android qu'on va les faire, donc en Java, car Apple n'aime pas trop Bitcoin et bloque les publications de ces applications. Jennifer est revenue, on va peut-être faire Exactement. une petite rotation d'invités. On vous remercie d'être venu nous voir. Merci. Voilà. C'est à vous. Et on accueille le suivant. La pêche a été bonne. La pêche a été bonne. Ce sont des startups qui sont derrière, en fait, qui sont dans l'univers. Alors on accueille Gabriel Guénasia, qui Merci. est donc le cofondateur de Broker. Alors, ça consiste en quoi, Broker ? Alors Broker, en fait, c'est un service d'achat par procuration. C'est très simple. Des gens veulent acheter des bitcoins, des gens veulent en dépenser. Eh bien, si vous voulez dépenser vos bitcoins, vous mettez l'article que vous voulez dépenser avec le montant en bitcoin sur Broker. Des personnes vont l'acheter pour vous, le faire livrer chez vous et vont récupérer des bitcoins à la place. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est de l'achat par procuration, C'est ça, c'est ça. Ça Donc, veut dire voilà. concrètement un exemple concret de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut acheter et de ce qu'on peut échanger. Alors, je peux vous montrer la petite vidéo Ou, Ah non, là, ça va être compliqué de Ça va le être montrer compliqué. juste comme ça à la main, vous voyez. Alors voilà, vous voulez acheter un casque. Vous voulez acheter un casque et moi je vais acheter des bitcoins. Bah, vous postez l'URL du casque sur Broker avec le montant en bitcoin de ce casque. Moi je vais l'acheter pour vous et je vais le faire livrer chez vous. Je vais recevoir vos bitcoins à la place et vous aurez reçu votre casque que vous aurez payé en fait en bitcoins. Voilà, Donc c'est un eBay en Bitcoin en fait. c'est un peu ça. Et vous faites la plateforme entière, C'est ça. la plateforme e-commerce, Non, non ? non. On fait juste la mise en relation. Et sur quelles plateformes d'échange vous vous basez en fait ? Quelles sont les plateformes, les places de marché que vous utilisez ? Toutes. C'est-à-dire qu'on peut aller sur Amazon, on peut aller sur Price Minister, on peut aller sur eBay, sur Ce d'autres. que vous voulez. Ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite en fait puisque vous mettez juste ce que vous voulez acheter. Donc voilà, c'est très simple. On a aujourd'hui plus de 1500 utilisateurs, on a déjà plus de 150 transactions qui ont été effectuées. Donc tout marche bien, ça fait un mois que c'est lancé et on espère faire de plus en plus d'utilisateurs chaque jour, de plus en plus de transactions et permettre aux gens donc, de dépenser leurs bitcoins facilement. Notre but c'est vraiment de démocratiser l'achat avec des bitcoins. Voilà. Alors vous n'êtes pas complètement franco-français. Non. Vous Alors, êtes notamment situé à Hong Kong, c'est ça ? Hong Kong, Miami, on essaye vraiment d'aller un peu partout dans le monde, on ne veut pas se baser en France, on essaye juste de garder la production du site web en France, et, parce qu'après tout on est des Français et on est quand même fiers de ça. Donc voilà. Là vous allez être installé ici de façon régulière ou c'est juste pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, on va voir sur la suite comment ça se passe. Moi, ça ne me déplairait pas de rester à Paris. Après, voilà, on est aussi un peu à la merci de la législation française et qui n'est pas encore aujourd'hui très claire sur le Bitcoin. Donc, si elle veut aller dans notre sens, on sera ravis de rester ici et de payer nos impôts ici. Alors moi je vais aller refaire un petit tour J'ai pour l'impression, on va partir à la pêche. aller rechercher un start-upper. Merci, À bientôt. merci beaucoup. Eric, j'ai vu qu'il y avait un distributeur qui ressemble à un distributeur de monnaie traditionnelle qui est Oui. installé ici. C'est quoi cette machine ? Alors en fait c'est un distributeur de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on met des euros dans la machine et en échange on va recevoir des Bitcoins sur son wallet. C'est donc un échange en fait. Alors son wallet, il a quelle forme ? C'est totalement virtuel ou pas ? Alors soit on l'a en fait dans son smartphone, soit en fait on peut se faire livrer les Bitcoins directement sur un wallet papier qu'on imprime, enfin qui est donné par la machine et qui permet donc on a ces Bitcoins et on va les mettre dans un coffre et on les garde par exemple. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Parce qu'on se rend compte, et on va s'en rendre compte aussi avec les quelques startups qui arrivent derrière, qu'aujourd'hui on a tendance à matérialiser un petit peu la possession de Bitcoin avec des clés USB, avec Oui. des formes de cartes de crédit, avec des... Oui, tout à fait, parce qu'on a besoin d'avoir les bitcoins et de les utiliser, donc de les dépenser. Donc ça veut dire qu'on a besoin de les transporter et donc de les sécuriser. Et c'est justement quand on ce parle que du loup, fait
ce que fait cette startup. Quand on parle du loup, on en voit le symbole avec Bonjour. un joli bébé au Bitcoin. Bonjour. Voilà. Alors on vient d'accueillir Nicolas Baca, qui est donc le cofondateur de BT Chip et qui a dans sa main une Voilà. puce, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors c'est une carte à puce USB en fait. C'est une carte à puce USB donc qui détient des clés privées Bitcoin et qui permet de sécuriser en fait les clés privées que l'on a et les transactions que l'on va signer, que l'on va émettre sur le réseau. Ça marche comment cette histoire-là? Parce qu'en fait, c'est pas une carte de crédit du tout, ça n'a rien à voir, même si ça ressemble. En fait, on découpe ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est une technologie qui est complètement similaire en fait à une carte de crédit à l'intérieur. Donc on va trouver la même puce qu'on va avoir dans des passeports et dans des cartes bancaires. Par contre, l'utilisation est différente. Donc cette carte est au format USB, c'est-à-dire qu'elle va être découpée ensuite par l'utilisateur, repliée pour prendre cette forme-là et aller directement dans le port USB de l'ordinateur. Ça veut dire que le reste de la carte, en fait, c'est de la décoration. C'est ça. Le reste de la carte, c'est du marketing essentiellement, donc pour permettre justement de promouvoir différents partenaires et différents projets. Ça veut dire que dans l'absolu, on pourrait payer dans un magasin avec cette clé USB. Alors, simplement, les magasins n'acceptent pas un paiement par clé USB voilà. aujourd'hui. Dans l'absolu, on peut construire un écosystème à partir de terminaux, donc complètement libres, complètement ouverts, qui tourneraient autour de ce principe. Et dans un futur relativement proche aussi, la même carte, donc la plateforme, je dirais, la prochaine génération de cartes, supportera la technologie NFC. Et donc là, on pourra avoir des paiements sans contact, je dirais, comme on peut le faire classiquement aujourd'hui. Différence étant qu'on ne dépendra d'aucun intermédiaire, donc tout sera complètement, je dirais, géré librement par l'utilisateur. Vous proposez un portefeuille, c'est ça? Voilà, on propose un portefeuille sécurisé, donc un portefeuille qui va détenir les clés et qui va permettre en fait de s'assurer que ces clés ne seront jamais volées. Et que de même, si jamais on a un malware, je dirais, sur l'ordinateur utilisé qui essaye de corrompre une transaction, qui essaye par exemple de rerouter une transaction faite, si par exemple vous voulez envoyer des bitcoins à une personne que vous connaissez, qu'un pirate installe un virus un petit peu intelligent qui va regarder toutes les transactions bitcoin qui sortent et les rediriger vers sa propre adresse, cette technologie-là permettra d'éviter ce type d'attaque, justement. Puisqu'on a en fait une seconde validation qui sera proposée les transactions et qui ne peut pas être corrompue. Ça, c'est donc l'objet que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres objets en prévision assez rapidement? Alors, du même style? On a prévu aujourd'hui de travailler sur des terminaux de paiement. Donc on est en train, je dirais, de travailler avec une société qui s'appelle Famoco aujourd'hui, qui fait des terminaux de paiement sécurisés sur une base Android. Donc c'est des mini téléphones mais très fermés, donc sur lesquels on ne peut pas installer beaucoup d'applications, qui sont sécurisés grâce à ça, qui ont également un Secure Element, donc une carte à puce similaire, sur lequel on peut exécuter le même type d'application. Donc une idée dans un futur très très proche sera de créer des terminaux de paiement pour des commerçants sur des technologies complètement ouvertes et sécurisés par le même type d'application. Donc les bitcoins qui seront détenus par le commerçant ne pourront pas être détournés, ne pourront pas être volés, je dirais, facilement par quelqu'un qui récupérerait le téléphone. Voilà. Je vais aller refaire un petit tour. J'ai l'impression. Et pendant cela, Eric va nous raconter quels sont les enjeux qui sont présents aujourd'hui et qui sont présents à travers les startups sur tous les objets comme ça. Parce qu'il faut maintenant, sur cette monnaie virtuelle, avoir des objets qui soient des téléphones par exemple, où on possède, on a son compte de Bitcoin. Il faut des terminaux dans les magasins aussi. Qu'est-ce qui se trame autour de ça aujourd'hui? Eh bien, les objets connectés peuvent maintenant payer. Et on peut très bien imaginer, et il y aura bientôt à la maison du Bitcoin, des casiers qu'on pourra louer directement avec le Bitcoin, avec son wallet Bitcoin. C'est-à-dire que non seulement on pourra payer avec, mais aussi s'identifier. Et on pourra imaginer dans le futur une réservation d'une chambre d'hôtel qu'on paye en Bitcoin. Et le check-in, en fait, le fait pour avoir la clé pour ouvrir la porte, se résumera au fait d'avoir simplement son wallet et quelque part le paiement sera la clé. C'est très très lié en fait aux objets connectés, parce qu'on dit que les objets connectés ont gagné une identité internet avec les adresses IP, en tout cas sont en train de les gagner, et qui sont en train de gagner une identité économique finalement avec le Bitcoin. Exactement, en fait les objets connectés vont pouvoir payer, et dans le futur on pourrait imaginer par exemple une voiture connectée qui pourra payer son péage, payer son parking, et pourquoi pas payer la voiture qui est devant pour qu'elle la laisse passer. Enfin, c'est du paiement machine à machine, on peut imaginer énormément de choses. En même temps, tout ça va se passer en Bitcoin et uniquement en Bitcoin. C'est-à-dire que les systèmes ne seront pas dual. Non, ne seront pas interoparables. Pourquoi ? Parce qu'avec Bitcoin, on peut justement innover et mettre en place très rapidement des applications de ce type, alors que si on devait le faire dans le cadre des applications bancaires et de paiement habituels,
bien ça coûterait une fortune, ça mettrait des années et au final on ne le ferait pas ou très très lentement. C'est donc là que se situe la véritable révolution du Bitcoin, c'est dans cette capacité à aller très très vite dans l'implémentation de nouveaux services. Et les banques ne pourront jamais suivre ce rythme-là, en fait. Exactement. Disons que les banques sont soumises à des carcans tels qu'elles peuvent avancer que très doucement. Et là, on peut vraiment expérimenter, itérer et faire vraiment beaucoup de choses. Donc vous pensez qu'il y a une vraie révolution qui est en marche dans les 2-3 ans qui viennent ou pas ? Ah oui, c'est une vraie révolution. Pour moi, le Bitcoin apporte une révolution industrielle qui va être au moins aussi forte que celle apportée par Internet. Pour moi, on est exactement dans le même cadre dans les années 90, où Internet arrivait, on disait tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, à quoi ça sert ? Et aujourd'hui, on est conscient de l'impact que ça peut avoir dans notre manière de communiquer, d'échanger. Eh bien, Bitcoin va avoir un impact aussi important dans notre rapport à l'argent, dans la manière de commercer, de conserver cet argent et aussi notre pouvoir d'achat. Il y a certains analystes qui ont parlé de démocratisation 3.0. Il y a eu la démocratisation de l'information, c'était le Web 2.0. La démocratisation des objets qui est en train de se passer avec les imprimantes 3D. Et la démocratisation de la monnaie, de l'économie finalement, qui est en train de se passer avec ça. Est-ce que vous partagez cette vision-là ? Exactement, c'est exactement ça. Le Bitcoin démocratise en fait un petit peu la finance et surtout redonne le pouvoir sur l'argent. Et on est à nouveau maître de son argent, maître de la manière dont on fait les transactions. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très important dans l'économie. Puisque Jennifer a l'air d'être perdue au milieu des start-upers, oui, elle est en pleine conversation. En pleine conversation. Je vous propose de me raconter de quelle façon vous allez essayer d'interagir avec la maison en face, avec le Numa, et avec Silicon Sentier notamment. Eh bien, en face, il y a un écosystème de start-up, il y a plein d'ingénieurs, de développeurs qui travaillent. Et tous ceux qui vont s'intéresser au Bitcoin pourront venir ici. Il pourra y avoir des formations pour tous ces développeurs, tous ces ingénieurs, afin de comprendre un petit peu quels sont les enjeux du Bitcoin. Et pour eux, clairement, ils trouveront ici en fait un complément, une espèce de relais, parce qu'après tout, nous, on pourrait être comparé un petit peu à Numa, sauf qu'on est vraiment sur une verticale Bitcoin, avec tout ce que cela comporte, la technologie, les consultants, et aussi des financements, tout ça dédié au Bitcoin. J'ai entendu la voix de Jennifer, j'ai l'impression qu'on est proche d'une rotation assez prochaine. Tout à fait. Pour ce qui va se passer ici. Allez, assieds-toi. Voilà. Allez, on accueille à nouveau start-upper qui est présent ici. Bonjour. Quel est votre prénom ? Emilien. Émile. Emilien. Ah, bien. Alors, qui est-il ? Alors, Emilien Dutan, il est le cofondateur de Master Exchange, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Avec Adrien Lafuma, donc on est associés tous les deux et c'est un projet qu'on a lancé il y a tout juste quelques mois, donc il y a 3 mois environ. Et c'est une plateforme de marché de ce qu'on appelle les altcoins. Alors, qu'est-ce que c'est les altcoins ? En fait, les altcoins, c'est-à-dire que Bitcoin a été créé il y a 4-5 ans avec le succès qu'on connaît. Et en fait, comme le code source est open source, il y a tout un paquet d'autres currency, de cryptocurrency, comme on les appelle, qui sont inspirés de Bitcoin et qui ont repris le code source pour créer leur propre monnaie. Ça, c'est toutes les monnaies virtuelles, alternatives, qui sont créées à partir de la même plateforme, c'est ça ? Exactement, c'est toutes les monnaies qui sont créées à partir du code source Bitcoin. En fait, c'est-à-dire les gens les copient le code, ils changent l'icône par exemple, ils appellent ça Dogecoin par exemple avec une icône de chien et hop, ils ont créé une nouvelle monnaie. Et aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, il y en a 150 ou 200 de monnaies alternatives qui sont basées sur le même fonctionnement que Bitcoin. Qui servent à quoi ? Alors à quoi elles servent ? Ça, c'est une grande question, mais en fait, je pense que c'est un... En fait, Bitcoin a une utilité de fait parce que c'est le monopole aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la coin, la crypto-monnaie qui est la plus utilisée et qui est un peu standard. Mais toutes les autres, moi, de mon point de vue, c'est un champ d'expérimentation qui est immense. Parce que les gens essayent des variations, essayent d'intégrer des autres possibilités. Donc nous, les coins qu'on intègre, par exemple, c'est Mastercoin et MedSafeCoin. Mastercoin, qu'est-ce que c'est comme coin ? C'est une coin qu'on appelle en fait une altcoin 2.0. C'est-à-dire que sur cette monnaie, c'est possible aujourd'hui de faire directement des levées de fonds, par exemple. Vous décidez, on va faire une levée de fonds pour Watch TV. Donc vous créez un token sur cette monnaie Mastercoin. Et les gens, s'ils veulent investir dans Watch TV, ils vont envoyer directement des bitcoins à votre adresse et ça va être vos actionnaires. Et en fait, ça marche bien parce que MedSafeCoin a levé il y a à peu près 1 mois 8 millions de dollars comme ça en 5 heures seulement. C'est ce qu'on disait au départ, en fait, la plateforme Bitcoin et le protocole permet d'échanger des titres de propriété. Donc finalement, on n'a pas tous les chemins de parcours qui sont traditionnels dans la création d'une entreprise. En fait, ça les court-circuite tous. C'est direct, droit au but en Bitcoin. Donc, c'est
la On finance arrive 2.0. directement à un capital réparti sans passer par la case banque et la case Exactement. avocat, en fait. On Finalement. échange des tokens et ça représente des actions. C'est une des possibilités de Mastercoin. Les Mastercoin, on a des nombreuses. Et nous, en fait, notre métier, c'est qu'on a un échange de toutes ces coins alternatives. Donc aujourd'hui, on n'a que Mastercoin, Bitcoin et MedSafeCoin, mais on va intégrer un bon paquet de toutes ces monnaies alternatives. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer vraiment une entreprise de façon sérieuse avec une monnaie qui fluctue autant? Moi, je répondrais que une monnaie peut pas, ou n'importe quel bien, peut pas avoir un prix qui est multiplié par 10 tous les ans sans que ça soit énormément volatile. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu la ruée vers l'or, le Far West. Donc, si le prix peut doubler du jour au lendemain, c'est évident qu'il peut aussi se diviser par 2. Donc, je pense qu'on arrivera à une stabilité dans la monnaie quand la monnaie sera arrivée à un stade de croissance qui va arriver à un plateau. Aujourd'hui, on est dans une période de frénésie. La croissance, elle est exceptionnelle. Donc, la volatilité est là, et c'est un risque, effectivement. Mais On monte une boîte, on a des gens à payer, on a des services à payer, et Bien si sûr. la monnaie fluctue et qu'on se retrouve avec zéro au bout de 6 alors mois... après, si on est entrepreneur un peu prudent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser Bitcoin pour ses services ou son business, etc. Et en fait, faire le change à chaque fois. Il y a des services qui proposent ça pour simplement en fait opérer en euros normalement. Mais bon, moi en tant qu'entrepreneur, je pense que le Bitcoin est bien mieux parce que c'est un des meilleurs investissements aujourd'hui de mon point de vue si on croit dans la technologie. Donc si on est entrepreneur Bitcoin, je pense que les entrepreneurs Bitcoin croient dans la technologie. Ça me paraît assez logique. Faites un peu de prospective, ça serait quoi votre entreprise dans 5 ans? Elle ressemblera à quoi? On est ambitieux, mais notre entreprise dans 5 ans, on verrait bien des offices avec beaucoup de gens, des développeurs, etc. Et on voudrait être un des leaders du marché donc des altcoins en fait, donc qui sont Bitcoin et toutes les altcoins. Leader à quel niveau géographique? Leader en termes de part de marché en fait. Aujourd'hui, tous nos clients ils sont internationaux, on n'a quasiment pas de clients en France, etc. Enfin, on a un business qui est à l'international et on voudrait être leader, c'est-à-dire avoir une grosse part de marché de tout en fait. C'est un écosystème où il y a beaucoup de business. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Litecoin ou Dogecoin. C'est 20 ou 30 millions qui sont tradés tous les jours de dollars dans ces monnaies-là, en équivalent dollars, parce qu'en fait, il n'y a pas de dollars qui sont échangés réellement. Merci beaucoup pour ces explications. Je crois qu'on a un peu mieux compris ce qui peut se passer dans le futur. Et bonne chance pour la suite. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'interview et bonne continuation à vous. Il est temps de conclure. Alors, est-ce que en 30 secondes, vous pouvez évoquer éventuellement quelque chose qu'on n'aurait pas dit pendant cette émission? Et qui serait essentiel Qui serait sur le Bitcoin. évidemment lié au Bitcoin. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, c'est une véritable innovation technologique, qu'aujourd'hui, l'écosystème est en train de se développer et que très probablement, dans le futur, quand vous irez acheter votre baguette de pain, eh bien, vous aurez la possibilité de le payer en Bitcoin, une monnaie qui vous appartient. Ça sera aussi naturellement qu'on est passé du franc à l'euro finalement. Exactement, voilà, on peut penser comme ça. Merci beaucoup Eric Larchevêque et bonne chance pour ce lieu, la maison Merci. du Bitcoin qui s'inaugure aujourd'hui et qui est bien située là, en plein cœur de Paris. On viendra faire un petit tour ici régulièrement. On vous attend nombreux. Merci à Benjamin Vincent qui réalisait cette émission de main de maître. Merci Jennifer. Merci C'était sympa, Bertrand. un peu bruyant, Un mais peu, très légèrement. sympa. On s'est bien régalé ici, on a appris plein de choses. À bientôt pour un nouvel EPI. Ciao.